Des exercices de muscu, il y en a des centaines, mais malheureusement, ils ne se valent pas tous. Et après 20 ans de muscu où je les ai tous testés, j'en ai supprimé 7 de mon programme, et peut-être que vous devriez en faire autant. Ces exercices sont soit dangereux, soit moins efficaces qu'on ne le croit, soit inutilement compliqués et pour les bénéfices qu'ils apportent. Aujourd'hui, je vais vous faire gagner du temps. Je vous montre les exercices que je ne fais plus, pourquoi les remplacer et quels exercices à privilégier à la place pour optimiser vos résultats et éviter la blessure. L'exercice que je vais vous partager, je l'ai littéralement poncé pendant mes 10 premières années de musculation. Je ne jurais que par cet exercice pour le bas du corps, et c'est le front squat. Et pourquoi je faisais autant de front squat? Évidemment parce que je voyais Ronnie Coleman en faire. Le front squat, c'était un peu vendu comme l'exercice ultime pour développer les quadriceps. Et je me rappelle très bien d'un article dans Muscle et Fitness où Ronnie Coleman attribuait le développement du bas de ses quadriceps au front squat. Le problème, c'est que lorsqu'on s'y connaît un tout petit peu en biomécanique, on s'aperçoit qu'en fait, le front squat n'est pas automatiquement quadriceps. Le squat classique n'est pas automatiquement chaîne postérieure, fessier et ischio. Et vous pouvez très bien faire un squat classique qui bousille les quadriceps et un front squat qui a non fessier. Ça se voit que j'ai arrêté de le faire il y a un long moment, le hack squat. Le front squat, vous imaginez, ça m'a tellement mis mal que j'en perds mes mots. Pourtant, cet exercice-là, c'est quelque chose que je ponçais. J'en faisais toutes les semaines, littéralement à toutes mes séances jambes, parce que j'étais persuadé qu'il était plus efficace pour les quadriceps. D'une part, je me trompais royalement, et d'autre part, c'est dommage parce qu'il y a des autres alternatives très intéressantes sur des machines en l'occurrence. Donc le front squat, il reste un petit peu dans mon cœur, parce que j'aurais fait quand même de belles perfs dessus. Mais maintenant, c'est plus un exercice que je mets dans mon programme de musculation. Ça fait même bien longtemps que je l'ai laissé de côté au profit d'autres variantes. Le front squat, aujourd'hui, évidemment, je l'ai remplacé par la meilleure variante qui existe pour les quadriceps, c'est le hack squat. Et le problème du front squat, en fait, en plus de bousiller les clavicules, c'est qu'au final, le bras de levier entre la ligne de force et l'articulation du genou, il n'est pas si important que ça, à moins d'avoir une super souplesse articulaire ou de surélever les talons. Mais du coup, on peut faire la même chose avec du squat classique. Donc ça enlève un petit peu l'avantage qu'on espérait du front squat. Avec le hack squat, on a une stabilité incroyable. En retour, on a du coup une super stimulation sur les quadriceps et un exercice ultra efficace. J'ai pas besoin de vous survendre le hack squat. Je pense que maintenant, vous êtes conscient à quel point cette variable-là est intéressante à condition d'avoir un bon hack squat. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de salles de sport qui s'équipent de bons hack squats linéaires et non pas circulaires qui vous permettent d'avoir une super stabilité, une super amplitude et une excellente stimulation. Personnellement, je reviendrai plus jamais au front squat et je reste sur mon bon vieux hack squat. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des biceps ultra développés? Évidemment, quand j'ai commencé la muscu, et même après quelques années, mon objectif, c'était d'avoir des gros bras. Et d'ailleurs, c'est toujours mon objectif. Et là, je tombe sur le drag curl. Mettez-vous à ma place. J'ai seulement quelques années d'expérience en musculation. J'y connais pas encore grand-chose en anatomie, en biomécanique. Je vois du drag curl sur certaines vidéos d'entraînement, et là, je me dis, c'est exactement le mouvement qu'il me faut. J'étais loin d'imaginer à quel point ce mouvement était inefficace. Le drag curl, en fait, j'ai arrêté de le faire à partir du moment où j'ai capté que l'entraînement des biceps, c'était pas si compliqué que ça et qu'on n'avait pas besoin de 12 millions d'exercices. C'est clair qu'à l'époque, quand j'avais pas les connaissances d'aujourd'hui et qu'en plus, il n'y avait pas autant d'informations sur Internet, malheureusement, je voyais Jay Cutler faire du drag curl dans Muscle et Fitness. Je me disais, c'est parti, on va y aller. Là, vous voyez, je le fais avec une barre vide qui pèse 20 kg. Je pense pas pouvoir aller beaucoup plus lourd. Parce que le souci, c'est que si je commence à augmenter la charge de travail, il va se passer quoi? Ça va se transformer en shrug. Ce sera encore moins efficace. Donc forcément la barre montera plus haut, mais étant donné que c'est les épaules qui ont été responsables de la seconde moitié du mouvement, ça en fait pas un exercice très efficace. Le drag curl aujourd'hui, je l'ai remplacé par deux variantes. La première, ce serait le curl incliné, tout simple, sur un banc incliné avec des haltères. Et la deuxième, ce serait du curl poulie basse, dos à la poulie. Et ce qui m'embête en fait avec le drag curl, c'est que l'amplitude n'est jamais au rendez-vous. On n'a jamais un étirement complet des deux chefs du biceps. Et ça, c'est quand même problématique, parce que vous savez à quel point je mets en avant les exercices à forte tension d'étirement pour optimiser la croissance musculaire. Avec le drag curl, on n'a pas de forte tension d'étirement. En termes de croissance musculaire, on n'y est pas du tout. Et regardez sur la petite illustration. Le drag curl effectué avec une charge libre, évidemment, ce qu'on va chercher à faire, c'est résister à la gravité. Donc la ligne qui est matérialisée en rouge. Alors que si on a la même position, en l'occurrence, ce qui est le cas sur du curl à la poulie, dos à la poulie, étant donné qu'on essaye de résister à la gravité qui est redirigée par le câble, on peut avoir une meilleure amplitude, un meilleur étirement et une meilleure croissance musculaire. En fait, il n'y a aucune raison valable de faire du drag curl dans une séance de musculation pour les biceps. Par contre, il y a toutes les raisons valables de faire du curl à la poulie basse
dos à la poulie. J'ai jamais eu les deltoïdes en point fort. Donc évidemment, à un moment, j'ai cherché des exercices qui pourraient solutionner ce déséquilibre. La réponse était toute trouvée, c'était du tirage menton. Et en plus de ça, le choix a été confirmé par toutes les ressources que je consultais à l'époque. Que ce soit les magazines, les forums, les sites internet, les vidéos d'entraînement. Je voyais littéralement tous les sportifs, tous les bodybuilders recommander le tirage menton. Donc, comme le bon élève que je suis, je me suis mis à l'intégrer à mes séances deltoïdes, en plus d'autres exercices polyarticulaires pour les autres faisceaux du deltoïde. J'étais persuadé que ça pourrait résoudre ce problème de déséquilibre. Spoiler, ça n'a pas fait grand-chose. Le cas du tirage menton, il est assez particulier. Parce que si j'ai arrêté de le faire, c'est pas parce qu'il me faisait mal, au contraire. J'ai toujours eu de super sensations avec le tirage menton. Et il m'arrivait d'avoir des cycles d'entraînement où je m'étais relativement lourd. Hein. Je mettais 60 kg, donc une barre olympique et 20 et 20. Bon, effectivement, il y avait un tout petit peu de triche ou un tout petit peu de balancier, mais vraiment très léger. Et je sentais tout sur deltoïde et un petit peu sur les trapèzes. Donc ça en faisait quand même un mouvement assez intéressant. Mais avec les connaissances qu'on développe, et aussi en comparaison des autres exercices pour travailler les deltoïdes, on se dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est un peu comme le développé nuque. Il apporte rien de vraiment supérieur à d'autres exercices qui sont plus safe et parfois aussi efficaces, voire même plus efficaces. Même si le tirage menton, honnêtement, il me manque un tout petit peu. Aujourd'hui, je l'ai remplacé par des élévations latérales complètes. Alors certes, c'est pas une alternative complètement similaire, parce qu'on a un exercice polyarticulaire avec le tirage menton et monoarticulaire avec les élévations latérales complètes. Mais les groupes musculaires qui sont mis en jeu sont quand même relativement similaires. On a évidemment le deltoïde antérieur, on a le deltoïde moyen sur le début du mouvement et on a les trapèzes sur la fin du mouvement. Donc en réalité, avec un exercice monoarticulaire, on arrive à cibler les 2/3 du deltoïde, les trapèzes supérieurs. Avec une charge relativement légère, on peut avoir une stimulation musculaire assez exceptionnelle. Et aujourd'hui, les élévations latérales complètes figurent très souvent dans mon programme de musculation, alors que le tirage menton, plus du tout. En plus de ça, il y a quelque chose qu'on arrive à faire avec les élévations latérales complètes qu'on ne peut pas faire avec le tirage menton, c'est travailler les trapèzes avec les mains au-dessus des épaules. Pour ceux qui suivent la chaîne YouTube depuis assez longtemps, vous savez que j'apprécie les mouvements où on peut travailler les trapèzes avec les mains au-dessus des épaules. En clair, des mouvements qui ne seraient pas du simple shrug. Et avec les élévations latérales complètes, c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que c'est aussi efficace avec des charges aussi légères. Moralité, si vous ne l'avez jamais testé, mettez-le dans votre première séance épaules, peut-être même en remplacement du tirage menton. Vous me connaissez sûrement comme le coach hyper méticuleux sur l'exécution de ces exercices. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai commencé la musculation en étant inspiré par les plus grands bodybuilders, et en l'occurrence Dorian Yates, un bodybuilder qui n'est pas forcément connu pour la beauté de ses exécutions, mais plutôt pour l'intensité brute de ses séances. Et évidemment, je me suis inspiré de ses séances d'eau et de son rowing Yates. J'étais persuadé qu'un rowing très mou, comme l'aurait fait Dorian Yates à l'époque, c'était le secret pour développer des dorsaux incroyables, des trapèzes bien volumineux et des érecteurs du rachis bien développés. Est-ce que c'est un exercice aussi qualitatif que ça? Le débat reste ouvert. En tout cas, moi j'ai arrêté de le faire. Le rowing Yates, si je le fais plus, en fait c'est parce que je fais plus de rowing tout court. Dans mon programme de muscu, je fais encore du rowing buste penché, mais plus pour les dorsaux. Alors que le rowing Yates et le rowing buste penché, même en pronation comme je le faisais à l'époque, je le faisais toujours systématiquement pour les dorsaux. Maintenant, je trouve que les mouvements de rowing, buste penché avec une barre pour les dorsaux, c'est pas le truc le plus pertinent. Je pense que les tirages horizontaux, tirages grand dorsal, etc., ils sont un peu plus cohérents pour bien stimuler le grand dorsal. Par contre, les rowing, ça reste très efficace pour les trapèzes, le haut du dos, et même deltoïde postérieur. Mais pour ces groupes musculaires-là, je préfère utiliser d'autres exercices. Je suis pas allé bien loin pour remplacer le rowing Yates, parce que vous le savez sûrement, pour mes entraînements dos, je suis vraiment partisan des exercices unilatéraux faits avec une poulie. Comme ça me permet de faire une petite rotation du haut du corps. Et là, la contraction au niveau du grand dorsal, elle est incroyablement intense. Alors certes, je perds la stimulation sur les érecteurs du rachis et potentiellement les trapèzes, qui pouvaient travailler sur du rowing Yates. Mais vous savez que j'aime bien isoler un groupe musculaire sur un exercice de muscu, et je suis pas trop partisan d'utiliser un exercice pour travailler des ensembles. Donc mon tirage horizontal, il est fait pour travailler le grand dorsal. Il m'arrive aussi de le remplacer par une machine, et ça tombe bien parce qu'ici au gymnase, j'ai une machine qui a le nom de Dorian Yates. C'est une machine Hammer Strength qui est divergente, qui se fait aussi en unilatéral, et ça me permet de modifier la position du haut de mon corps pour avoir une contraction hyper intense. Et la bonne nouvelle, c'est que cette machine, elle est présente dans pas mal de salles de sport. Il m'est arrivé de l'avoir dans des fitness parks,
dans des honneurs, donc il n'est pas impossible que vous l'ayez aussi dans votre salle, et je trouve que c'est une super machine, c'est pour ça que je l'ai acheté dans ma propre salle. Est-ce que le nom de Charles Poliquin vous dit quelque chose? Probablement que oui. Si vous suivez cette chaîne YouTube, vous savez que je l'ai cité des dizaines et des dizaines de fois comme une grande inspiration et une source d'information pour beaucoup des conseils que j'ai prodigués sur cette chaîne. Il y avait un exercice que Charles Poliquin aimait beaucoup, c'est le développé couché serré pour développer les triceps. Et évidemment, moi, avoir des gros bras, je dis oui. Donc, j'ai toujours cherché des mouvements qui me permettraient de bien stimuler non seulement les biceps, mais aussi les triceps. Parce que j'ai toujours pensé être un tout petit peu en retard sur ces groupes musculaires-là, donc il fallait que je puisse trouver le secret. Et à l'époque, j'étais persuadé que le secret, c'était du développé couché serré. Et il y avait plein d'arguments en faveur de ce mouvement. La possibilité de travailler avec des charges relativement lourdes, le fait que ce soit un exercice polyarticulaire. Alors maintenant, je sais très bien que le fait qu'un exercice soit polyarticulaire ne le rend pas directement supérieur, mais à l'époque, j'étais pas au courant. Et puis biomécaniquement parlant, c'est pas l'exercice qui était le plus délirant du monde. Après tout, on fait une extension du coude, l'action principale du triceps. On sait que le développé couché classique a tendance à stimuler aussi un tout petit peu les triceps. Donc on pourrait se dire, ah, c'est une variante qui ressemble au développé couché. Elle est adaptée pour mettre l'accent sur les triceps en réduisant l'intervention des pectoraux et du deltoïde antérieur. Le souci, c'est que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Si j'arrêtais de le faire, le développé couché serré, parce que j'ai jamais vraiment compris comment me placer. Si je me place les coudes près du corps, j'ai tendance à beaucoup ressentir le deltoïde antérieur et les pectoraux. Allez savoir pourquoi, c'est sûrement parce que je suis vraiment très dominant des pectoraux. Et si je commence à avoir une prise de main serrée, mais les coudes un petit peu sortis, ça commence à être un petit peu douloureux au niveau des poignets. Et pareil, de toute façon, je sens les pectoraux. En plus de ça, pour ressentir quelque chose sur les triceps, il fallait que je mette plutôt lourd, enfin relativement lourd. Alors qu'en comparaison avec les extensions simples à la poulie, le rapport entre stimulation et charge utilisée, il n'était jamais en faveur du développé couché serré. Donc aller chercher un exercice polyarticulaire comme le développé couché serré, je pense que c'est bien moins intéressant qu'aller chercher des dips qui sont plus cool pour les triceps, qui sont aussi un exercice polyarticulaire et qui constituent quand même une bonne variante. Mais c'est pas la seule variante. Le développé couché serré, je l'ai remplacé par une alternative qui me bousille les triceps dans le bon sens du terme, avec une charge qui est jamais très lourde, c'est le California Press. Et le California Press, comme vous le voyez sur l'image de gauche, la position de départ c'est la même que le développé couché serré. Mais au lieu de descendre la barre au niveau de la poitrine, on descend la barre au niveau du cou. Et qu'est-ce que ça génère? Bah ça génère un bras de levier qui est quand même hyper important. On retrouve les avantages du développé couché serré, les avantages de la barre au front, ça en fait un mouvement hyper intéressant. Dans la pratique de la musculation, j'ai assez rapidement fait du soulevé de terre. J'ai tout de suite été convaincu de tous les bénéfices de cet exercice-là pour toute la chaîne postérieure. Mais quand je l'exécutais, j'avais toujours tendance à ressentir plutôt les fessiers, les ischios, alors que j'aurais voulu sentir un petit peu plus le dos. Et c'est là qu'est arrivé le rack pull. Le rack pull, ça ressemblait au mouvement parfait pour les érecteurs du rachis, les trapèzes et même à l'époque pour les dorsaux. Vous imaginez à quel point mes connaissances étaient au plus bas si à l'époque j'étais persuadé que je pourrais travailler mes dorsaux avec du rack pull. Je faisais du soulevé de terre classique dans mes séances bas du corps et je faisais du rack pull dans mes séances haut du corps. Et j'étais tout content d'exécuter. Je chargeais ma barre avec des tonnes de plaques, je la soulevais d'à peine quelques centimètres des sécurités de la cage à squat et je me disais là j'ai fait du bon travail. J'ai fait ma petite série de 10 à 180 kg. J'ai les lombaires en feu, j'ai les trapèzes qui chauffent un petit peu, donc j'étais vraiment fier de moi. Et c'était une sensation qui était soutenue par tout le contenu auquel j'étais confronté sur Internet. Beaucoup de spécialistes de l'époque, je mets des gros guillemets, recommandaient le rack pull. Et moi, j'avais pas besoin d'aller chercher plus loin. Je me suis mis à expérimenter et je me suis mis à l'exécuter très régulièrement. Je vais vous dire la vérité, il manque un tout petit peu le rack pull. Parce que c'est quand même un peu plaisant de mettre beaucoup de poids sur une barre et de faire du bruit. En fait, c'est pour ça que je le faisais avant. C'était uniquement pour faire du bruit et avoir une petite stimulation sur les érecteurs du rachis, mais il y a d'autres variantes bien plus efficaces pour ça. J'avoue que j'ai quand même un petit pincement au cœur parce que le rack pull, je le faisais relativement souvent. Pas à toutes les séances d'eau, mais je le mettais dans ma séance d'eau. Il y a une partie de moi qui regrette de ne plus faire de rack pull, mais je suis aussi bien content d'avoir trouvé d'autres exercices plus efficaces, moins casse-tête en termes de mise en place, et surtout moins dangereux. Parce qu'il faut dire ce qui est, quand on met beaucoup de poids, on est un peu grisé par l'ego et on se dit vas-y, je vais rajouter, jusqu'au moment où le dos... J'ai pas vraiment eu besoin de chercher une alternative pour remplacer le rack pull. Parce qu'au final, je continue à faire du soulevé de terre classique et je continue à faire des mouvements de rowing buste penché qui vont travailler les érecteurs du rachis. Mais quand j'ai envie de travailler de manière très spécifique cette zone-là du dos, je fais des hyperextensions. Et là, vous allez me dire, mais attends Nas, les hyperextensions, c'est pas censé travailler les ischios et les fessiers? Alors si, mais on peut très bien modifier le mouvement
pour travailler les érecteurs du rachis. Le but ici, c'est de faire une flexion et une extension de la colonne. Je trouve personnellement que c'est un exercice d'une part très efficace, mais aussi très agréable. J'ai aussi l'impression que ça agit en décompression, ce qui est l'inverse total du rack pull, qui va plutôt comprimer la colonne vertébrale. Alors oui, je suis au courant, il y a d'autres mouvements super efficaces pour décompresser, mais je trouve que les hyperextensions, c'est une super alternative. Je mets bien souvent en fin de séance dos, c'est agréable, c'est efficace. Donc si jusqu'à maintenant vous faites les hyperextensions uniquement pour les fessiers ou pour les ischios, c'est déjà une très bonne chose, mais essayez de les programmer dans votre séance dos pour les érecteurs du rachis. Bon, il y a un moment, il y en avait marre de faire du développé militaire et des élévations latérales pour les épaules, il fallait trouver quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'était du développé Arnold. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses sur ce mouvement. Il est inventé par Arnold Schwarzenegger, donc on l'a tous vu exécuter dans des vidéos d'entraînement, dans des articles ou dans son encyclopédie du bodybuilding, le développé Arnold. Et d'ailleurs, j'ai jamais fait de recherche approfondie pour savoir comment il était arrivé à ce mouvement-là. Pourquoi est-ce qu'il l'a inventé? Mais je pense qu'un élément de réponse, c'est que les deltoïdes d'Arnold Schwarzenegger, ils n'ont jamais été extrêmement développés. Il avait des pecs incroyables, il avait des biceps incroyables, sauf que les deltoïdes, proportionnellement aux autres groupes musculaires, c'était pas son point fort. Donc peut-être qu'il en est arrivé à cette conclusion. Il s'est dit, mes épaules, elles sont pas ouf. Il faut que je trouve quelque chose pour les choquer. Parce qu'à l'époque, ils aimaient bien choquer le muscle. Du développé Arnold. Encore aujourd'hui, il y a plein de pratiquants qui continuent à faire le développé Arnold en espérant que ça fasse quelque chose à leur deltoïde. Et personnellement, même si je l'ai exécuté pendant des années, ça fait bien longtemps que je l'ai pas touché et je suis pas prêt d'y retourner. Vous savez quoi? Le développé Arnold, je suis presque un peu triste de plus le faire. Parce qu'Arnold, dans le nom, on a envie de mettre dans son programme de musculation du développé Arnold. Il est très galère cet exercice, niveau technique, pour ce qu'il apporte en termes de stimulation. D'ailleurs, on ne sait pas exactement comment le faire. Vous avez des personnes qui font le développé Arnold de manière linéaire et d'autres qui vont vraiment aller chercher l'ouverture avant de pousser. Ce qui pour moi a même encore moins de pertinence, encore moins de cohérence. Et c'est un peu comme certains autres exercices de cette liste. On ne sait pas exactement comment se placer niveau technique, la stimulation n'est pas la meilleure du monde, c'est un petit peu chiant de se mettre en place, donc au final, autant s'en remettre à des variantes qui sont un tout petit peu plus classiques. Le développé Arnold, je vais vous faire une confidence, il va pas me manquer. Et depuis, je l'ai remplacé par du développé militaire classique et de l'overhead press. Deux exercices qui pour moi sont bien plus efficaces et beaucoup moins douloureux et qui travaillent virtuellement presque tous les faisceaux du deltoïde. Le développé militaire aux haltères ou à la barre et l'overhead press, c'est bien plus facile d'appliquer une surcharge progressive. On n'a pas de souci de stabilité avec la rotation qu'on pourrait faire de l'humérus, qui serait le cas avec le développé Arnold. Et au final, c'est un peu moins sexy, c'est un peu moins flashy. C'est sûr que c'est des mouvements qui sont vieux comme le monde, mais qui ont prouvé leur efficacité et qui n'ont pas lieu d'être remplacés par une alternative qui est, disons-le, complètement inférieure. Vous pouvez me faire confiance sur ce point-là, suivez mon conseil, laissez de côté le développé Arnold et restez sur des classiques comme l'overhead press et le développé militaire. Je serais curieux de savoir quels sont les exercices que vous avez arrêté de faire dans vos séances de musculation. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et si vous voulez avoir mes meilleurs conseils pour développer un dos massif et large, la vidéo est juste ici.